Autre sujet, quand on parle d'insectes ravageurs, c'est en tout cas autre méthode de détection et de quantification de leur présence, ça va être l'imagerie embarquée pour de la proxy-détection de maladies en arboriculture. Donc là, on quitte les insectes pour aller plutôt vers des maladies, quoique certaines maladies sont liées à des insectes. Bref, en tout cas, on va s'intéresser avec Belal Gassi, qui est ingénieur de recherche, doctorant en CIFRE à l'INRAE, au sein de l'UMR UTAP et en partenariat avec le CTIFL. Avec vous, Belal, on va parler donc d'imagerie embarquée. Imagerie, beaucoup plus d'imagerie et de hyperspectrale, de proxy-détection. En tout cas, c'est à vous. Donc, bonjour à tous. En parlant bien près du micro. Ouais. Donc, bonjour à tous. Je suis, comme vous l'avez introduit, je suis Belal Gassi, ingénieur de recherche, doctorant avec le CTIFL et INRAE. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'imagerie pour la proxy-détection de maladies en arboriculture. Donc, traditionnellement, la détection de maladies se fait d'une manière visuelle au verger, en arboriculture. Donc, cependant, cette détection visuelle nécessite du temps, nécessite du temps pour poser le diagnostic, et aussi nécessite des compétences, j'imagine, de la part des agriculteurs pour reconnaître ces maladies. Des compétences, de la connaissance de la pathologie de la part de la personne qui fait de l'analyse visuelle. Pour limiter la propagation de la maladie au verger, il est important de la détecter à un stade avancé ou à un stade précoce. Dans ce contexte, l'imagerie se présente comme un outil pertinent car elle représente l'avantage d'être non destructive, portative et automatisable. Alors, comment ça marche ? Le principe de base de toute l'imagerie, il se base sur l'interaction entre la lumière et la matière. Et selon la lumière, l'énergie de la lumière qui a été captée, ça nous donne des informations sur la composition moléculaire de l'échantillon ou de la plante. Donc, lorsqu'il y a une agression par un pathogène, il y aura des changements sur la structure cellulaire et chimique de la plante. Donc, en arboriculture, toujours, ou en agriculture en général, le domaine spectral utilisé pour faire de l'imagerie s'étend du visible au proche infrarouge, c'est-à-dire de 400 nanomètres à 2500 nanomètres. On s'intéresse à des énergies de vibration de molécules et des énergies de rotation. Et l'imagerie, selon la résolution spectrale de l'imagerie, on distingue trois types d'imagerie. L'imagerie panchromatique, lorsque un pixel est représenté par une seule bande spectrale. De l'imagerie multispectrale, lorsque chaque pixel contient 2 à 10 bandes spectrales. Et l'imagerie perspectrale, c'est chaque pixel contient plus de 100 de bandes spectrales. Sachant que de plus en plus, on a de bandes spectrales, de plus en plus, l'image est riche en informations. Et de plus en plus, c'est compliqué de mettre en place la technique. Et donc là, on va détailler des cas d'application pour de la détection de la tavelure du pommier. Ouais, le premier cas, c'est la détection de tavelure du pommier avec de l'imagerie perspectrale. Dans cette étude, des expériences ont été réalisées au laboratoire sur des feuilles inoculées avec de la tavelure. Ils ont été analysés avec une caméra iSpecs couvrant un intervalle spectral de 960 à 2400 nanomètres. Et dans cette étude, ils ont montré qu'ils arrivent à détecter la maladie au bout de 6 jours de l'inoculation, mais pas à des stades plus avancés que ça. Et c'est peut-être déjà un peu trop tard, 6 jours Oui, il y a déjà apparition des symptômes, de tavelure. C'est un peu tard. Ils ont dit que la piste est prometteuse, mais c'est pas encore suffisant. Autre exemple avec Xylella fastidiosa, et cette fois-ci on est sur l'olivier. Ouais. Celui-là, cette étude était faite la caméra a été embarquée sur un drone et fait des acquisitions sur un champ de 1200 hectares. Et là, ils arrivent
ils arrivent à avoir une précision de plus de 80%. Avec une méthode d'analyse non linéaire qui s'appelle SVM, support vecteur machine. Et donc là, on détecte la présence, mais on ne peut pas anticiper, on la détecte précocement ou tardivement, ou est-ce que c'est déjà toujours trop tard? C'est apparition, après apparition. D'accord. On rappelle que Xylella fastidiosa, sauf erreur, c'est une bactérie qui vient infecter certains vergers, et en particulier l'olivier, avec des conséquences assez importantes. Quelques difficultés, du coup, on l'a vu avec ces cas d'application. L'imagerie présente, pour mettre en place la technique de l'imagerie, ça présente certaines difficultés et qui sont liées aux conditions de prise de vue. La technique est sensible aux variations de la lumière, au verger, présence du vent, stade phénologique de la plante, et variation de vivant. Certains symptômes s'expriment différemment d'une variété à une autre. Et aussi la complexité de la scène. Les images les plus compliquées, c'est des images des plantes, parce qu'il y a plusieurs variétés d'organes, donc où il y a plusieurs objets. Et là, j'enchaîne directement avec un autre mon sujet de thèse. C'est la détection du feu bactérien par imagerie hyperspectrale. Donc l'objectif opérationnel de cette thèse, c'est de mettre en place une méthodologie exploitant les propriétés spatiales et les propriétés spectrales d'une image hyperspectrale. Parce que pour nous, on imagine une image hyperspectrale comme un cube de données où on a deux dimensions qui correspondent à spatiales, c'est des pixels, et la troisième dimension qui est une dimension spectrale. C'est ça, avec les différentes couches, on l'a vu. Oui, différentes couches. Et ensuite, transférer ces modèles au verger. Le protocole expérimental. Donc, pour le protocole expérimental, on a réalisé des expériences sous serre dans des conditions contrôlées en utilisant une caméra Specim IQ d'une résolution spatiale de 512 x 512 et qui couvrant une gamme spectrale de visible et proche infrarouge, 400 à 1000 nanomètres. Et on a utilisé aussi la lumière du lampe halogène qui reproduise le mieux la lumière naturelle. Et arrêt de noir pour limiter la lumière parasite, une référence pour corriger les images. Donc c'est un véritable shooting de plantes qui deviennent les modèles, les top modèles de vos travaux. Oui, exactement. Donc on a obtenu 860 images. On a fait un suivi pendant un mois au laboratoire du CTFL à Langsad. Et donc, on obtient des images sous forme d'un cube, comme je l'ai expliqué. Pour traiter ces images, on a développé avec mon équipe à INRAE, on a développé une méthode qui consiste à traiter l'aspect spatial d'une image et l'aspect spectral séparément d'une image et à la fin, les fusionner. Donc, pour traiter l'aspect spatial, on commence par une première étape, c'est créer un vecteur qu'on appelle un vecteur projecteur. Ce vecteur projecteur consiste à réduire les trois dimensions, la dimension spectrale d'une image hyperspectrale, à la réduire en un seul plan, une seule image monochromatique. Et donc, pour créer ce vecteur projecteur, on a utilisé deux méthodes. La première méthode, c'est une ACP, c'est une méthode non supervisée qui permet de réduire la dimension spectrale. Et la deuxième méthode, c'est la PSDA, c'est une méthode beaucoup plus supervisée. Ces deux méthodes ont été réalisées sur des spectres de régions malades et saines pour tenir de cette information malade et saine et pour que les images résultantes contiennent cette information. Donc la deuxième étape, c'est de sélectionner des individus ou des régions dans l'image pour calibrer le modèle. Donc, on a sélectionné des régions dans des plans sains et des plans malades. Quand vous dites des régions, c'est des zones sur les feuilles, Oui, c'est des régions. Là, je dis des régions parce qu'après, c'est avec une géométrie bien définie. Là, on a choisi des géométries simples, carrées, qui nous permettent d'avoir des individus malades et des individus sains. Très clair. Donc, la troisième étape, c'est le calcul des propriétés spatiales et spectrales. Sur l'image résultante à partir de vecteurs projecteurs,
On a la région que j'ai appelée ici I, qui se présente sous forme d'une imagette, un ensemble de pixels. Cette imagette, ensuite, en fixant trois paramètres qui sont le niveau de gris, la distance entre deux pixels et l'orientation, on fait une analyse de texture et cette région va être transformée en un ensemble de vecteurs qui vont résumer les informations texturales et spatiales de cette imagette. Donc ça m'a permis d'avoir un résumé d'informations que j'appelle spatiales. D'un autre côté, pour résumer l'information spectrale, cette fois-ci, la même région, je la sélectionne dans le cube de l'image hyperspectrale de départ. Mais c'est la même région. Et là, il se présente sous forme d'un cube. Ce cube, ensuite, on va le déplier en une dimension spectrale et une autre dimension qui contient les différents pixels. Donc, pour chaque pixel, on a un spectre. Et ensuite, avec la méthode ACP, on peut utiliser d'autres méthodes, mais j'ai choisi celle-là. J'ai obtenu des vecteurs qui correspondent à des signatures spectrales par rapport à cette région, à cette région-là sélectionnée. Donc, j'ai fait cette opération pour les différentes régions sélectionnées. Et là, pour fusionner les deux types de données, on a utilisé une méthode de multitableau. Une méthode multitableau qui s'appelle ROSA-PLS, donc qui prend les deux types d'informations, les informations spatiales et les informations spectrales, et il maximise la covariance par rapport à une réponse donnée malade, à une classe. Dans l'avantage de cette méthode, c'est une méthode rapide par rapport à d'autres méthodes de fusion de données. Et après, j'ai appliqué cette méthodologie qu'on avait développée sur un exemple de données, des images acquises le 12e jour après l'inoculation. On a pris 4 images, sur 4 images qui nous ont servi pour faire de la calibration. On a optimisé ce modèle avec une méthode de cross-validation. Donc, on a optimisé les paramètres. Ensuite, on a testé sur 2 images indépendantes. Et les résultats qu'on a obtenus ici, les résultats. Ce qui est intéressant à regarder, à observer, c'est que la méthode a sélectionné des tableaux spatials et des tableaux spectrales. Et on a obtenu avec ces deux types d'informations 100% de régions malades et saines qui sont bien classifiées. Et cela avec les deux vecteurs projecteurs, le deuxième vecteur projecteur PLSDA, on a obtenu le 100% de résultats bien classifiés. Et aussi, de la même manière, on voit que la méthode a sélectionné 2 types d'informations, l'information spectrale et l'information spatiale. Donc, en conclusion, cette nouvelle méthodologie pour la détection du feu bactérien nous donne des bonnes prédictions, des modèles qui donnent des bonnes prédictions, confirme la complémentarité entre l'information spatiale et l'information spectrale, et les deux approches pour la création, la sélection des vecteurs projecteurs donnent les mêmes résultats de classification. Enfin, pour valider cette méthodologie, on va l'appliquer sur les autres images. On a 860 images. Et par la suite, on a prévu de faire des expériences à l'extérieur et au verger tester la méthode dans des conditions réelles. Parfait, merci beaucoup. Moi, j'ai déjà plein de questions qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. On peut déjà l'applaudir pour son intervention. Merci beaucoup. Vous allez exporter la méthode au verger et la tester dans des conditions réelles. Du coup, est-ce que vous pensez que ça va permettre de détecter plus précocement le feu bactérien? C'est ça l'idée? Ou vous parliez de 12 jours dans les tests que vous avez évoqués? C'est pas déjà trop tard? Là c'est juste tester la méthode. Mais bon, j'ai des premiers résultats où j'ai testé après 3 jours. J'ai des bons résultats, je ne les ai pas exposés ici. Mais oui, l'objectif, c'est de détecter le plus précocement possible la maladie. Ouais. Et vous avez déjà des partenaires avec qui le tester sur le terrain, ou est-ce que c'est pas un appel à lancer justement avec ceux qui sont présents? On va contacter des producteurs, pour
permettre de faire des acquisitions sur le terrain. L'appel est lancé. Ouais. On revient sur Xylella fastidiosa. Donc, c'est un des exemples que vous avez montré en introduction, mais qui n'est pas forcément votre sujet de thèse. Hein. Donc, sentez-vous à l'aise si jamais ce n'est pas votre domaine d'expertise très précis. Est-ce que vous pouvez préciser quel est le capteur multispectral qui a été utilisé dans l'expérience que vous avez présentée? Le capteur multispectral, la gamme spectrale, c'est entre 400 et 800, mais le capteur, ça marche. Bon, note pour plus tard, on y retournera, on fera des recherches. Alors, pareil, même question, je ne suis pas sûr que ce soit votre domaine de compétences, en tout cas d'expertise dans le cadre de votre thèse. N'est-il pas un risque de trouver de la tavelure de façon plus fréquente par imagerie qu'en observant à l'œil nu, sans qu'un seuil de nuisibilité pour le végétal soit pour autant atteint? Ce qui pourrait amener le producteur à augmenter ses interventions phytosanitaires, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que ça ne permettrait pas, à l'inverse, de détecter plus précocement la maladie et d'en mettre un petit peu moins avant qu'on soit trop envahi? C'est moi qui prolonge la question. Est-ce que vous avez des éléments de réponse ou est-ce qu'on propose la question tout à l'heure à nos amis plutôt professionnels? Professionnels. Ça marche, on vote en touche pour l'instant. On se la garde en tout cas parce que moi c'est une vraie bonne question que j'aimerais poser aux amis du CTIFL peut-être tout à l'heure. Ensuite, vous testez l'imagerie hyperspectrale. Est-ce que ça vous semble a priori, au regard du matériel que vous utilisez, accessible en routine par les producteurs? Pour l'instant, non. Non, ça coûte cher. Ouais, donc mais là aussi, après, à terme, c'est de définir des bandes spectrales qui permettent la caractérisation du feu bactérien et de permettre de réduire le prix. Donc pour l'instant, on prend l'hyperspectral pour en avoir le plus possible et identifier les bonnes ondes, les bonnes longueurs d'onde. Longueur d'onde. Et ensuite, du coup, permettre d'avoir les bons spectres à choisir et donc de ne pas avoir forcément recours à du matériel hyper high-tech. C'est bien ça? Oui, exactement. Parfait. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut le réapplaudir. Donc je rappelle, Belal, j'avais un doute sur le prénom, c'est pour ça. Je rappelle Belal que vous êt ingénieur de recherche doctorant CIFRE entre l'INRAE et le CTIFL.